message à ce sujet. Et ici, l'hyperlien que vous voyez ici, c'est ma connexion LinkedIn. Donc, vous pouvez voir d'où je viens, etc. Voilà, donc l'agenda pour aujourd'hui, ça va être déjà de reparler rapidement de ce que c'est qu'un modèle de langage. C'est important à le savoir. J'ai fait une erreur à langage parce que j'ai mis language, mais bon, c'est pas ça bien bon. L'architecture des transformers, donc ça c'est un point important puisqu'en fait maintenant tous les projets NLP sont basés sur cette architecture. Il y en a une autre qui pointe son nez, c'est une architecture Fournier. Je ne vais pas en parler cette fois-ci, on verra une autre fois. Ensuite, on va voir que l'apprentissage par transfert, comment ça se réalise avec NLP. Ensuite, je vais rapidement vous parler de FastAI et son API en couche pour le deep learning, puisqu'en effet, cette API est très flexible et elle va vous permettre d'intégrer des plateformes telles que Hugging Face. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va travailler sur 2 notebooks. Celui-ci, donc, c'est un tutoriel qui vous montre comment on intègre le tokenizer, le modèle GPT-2 avec FastAI. Et j'en ai fait un pour vous ces derniers jours. J'ai repris le modèle GPT-2, mais cette fois-ci, j'ai repris un modèle pré-entraîné sur du français et je lui ai rajouté un surentraînement sur les revues de films faites par Allociné. Donc, on verra celui-ci en dernier. Et puis, dans 2 semaines, on fera une classification de texte avec ce modèle-là, en GPT-2, et probablement avec un autre modèle qui s'appelle BERT, et qui, sur un modèle en fait qui s'appelle Roberta, qui est basé sur BERT, qui est aussi un modèle d'une architecture transformer. Alors, voyons ce que c'est qu'un modèle de langage. Donc, simplement, un modèle de langage, ça vous permet de prédire le mot suivant. Par exemple, ici, c'est un exemple en anglais. I like to eat a hot. Et si vous connaissez l'anglais suffisamment bien, vous allez dire hot dog. It was a hot. Et puis, donc, le modèle, s'il est bien entraîné, va vous dire le prochain mot, ce sera D. Pareil, si le prochain mot, ce sera dog, hot dog, eat a hot dog. Et bien sûr, ce genre de modèle de langage est utilisé beaucoup par les moteurs de recherche, donc notamment Google, bien évidemment. Et donc, si je fais machine learning, vous voyez que tout de suite, il va vous donner ce genre de prédiction de mots. Case studies, application, language, algorithm, etc., etc. OK, donc pourquoi on travaille, présenter ce modèle de langage? Parce qu'en fait, on a besoin le monde est grand et jusqu'à présent, on a pas mal mis le focus sur l'anglais, donc États-Unis, Angleterre, Australie, etc. Mais maintenant, bien sûr, le français, l'espagnol, l'italien, etc. Mais d'autres pays, notamment en Afrique, vous avez des langues diverses et variées, si même des langues qui risquent de disparaître. Et ça serait intéressant de bâtir un modèle de langue là-dessus. Okay. Donc, c'est le but un petit peu de cette présentation, c'est de vous montrer un modèle de langue. Et je vous ai promis que je vous montrerai comment créer un nouveau modèle de langue. Ça sera fait une autre fois parce que j'ai un petit souci d'extraction de données. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis donc, la Russie, par exemple, la Chine, vous avez déjà dans tous les modèles de langue sont stockés sur un environnement maintenant qui s'appelle le Hugging Face Model Hub. Et on le verra dans quelques minutes. Et dans ce modèle Hub, vous avez la plupart des modèles de langue entraînés sur différentes langues. Vous allez pouvoir choisir votre langue et l'entraîner là-dessus. Si votre langue n'existe pas, il faudra créer votre propre modèle et le charger sur Hugging Face. Okay. Donc, voilà pourquoi c'est important
qu'on travaille sur un modèle de langage parce qu'en fait, il y a encore pas mal de pays pour lesquels on n'a pas construit encore un modèle de langage. Donc, vous avez l'opportunité de briller là-dessus. Et en fait, ce qui est sympa aussi, c'est qu'une fois que votre modèle de langage a été entraîné, ben, vous allez pouvoir le charger sur la plateforme de modèle GameFace. Donc ça, c'est bien pour votre CV également, ce genre de choses. Alors, comme je vous l'ai dit, les modèles de langue, tout ce qui est traitement du langage naturel, ce qu'on appelle NLP, c'est maintenant basé sur une architecture qu'on appelle transformer. Okay. Avant cette architecture, on a beaucoup travaillé sur des réseaux de neurones récurrents que l'on appelle RNN. Alors, j'en ai parlé la fois dernière quand on a fait notre session NLP. Donc, je vous recommande de regarder cette session dans ma chaîne YouTube. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones récurrents? C'est ni plus ni moins une for loop. Okay. Donc, vous avez votre texte, admettons que le texte, c'est le chat mange une souris. Et ben, le va faire partie de votre premier token qui va être mis dans un état de hidden, on appelle ça hidden state, un état de cache si vous voulez. Et puis on passe à la suivante, le chat, donc le prochain c'est le chat, le chat va recevoir un autre hidden state, etc. Donc c'est en boucle constamment et cette séquence d'entrée, elle est séquentielle. Okay. Donc ça signifie que si je déboucle, si je déplie cette loupe, ben, voilà ce que ça va donner. Donc, xt-1, c'est le start de le début de votre phrase. Là, ça va être le chat, etc. Donc, à chaque fois, pour chaque mot, on va avoir ce qu'on appelle un hidden state. Vous voyez, là, ici, par exemple, j'aurai un hidden state. Et ce hidden state va être véhiculé sur le prochain hidden state. Okay. Donc, à la fin, quand vous aurez traité séquentiellement toute la phrase, le dernier hidden state aura la séquence totale de votre phrase. Okay. Mais c'est traité de façon séquentielle. Alors, depuis 2017, je crois, vous avez un papier qui s'était fait par Google, en fait, un papier de recherche qui s'appelle Attention is all you need. Je vous ai mis le lien ici. Et ce graphisme que vous voyez là vient de ce papier de recherche. Alors, je vais l'expliquer à ma manière et à la manière dont Jérémy l'a expliqué également, et que je trouve extrêmement simple à comprendre. Donc, voilà, vous avez en entrée vos inputs, ok? Donc, vos inputs, ce sont admettons que j'ai cette phrase-là. Admettons que j'ai cette phrase-là. The cat drank the milk because it was hungry. Ok? C'est cette phrase-là. Alors, si j'étais sur un réseau RNN, j'aurais fait j'aurais, pardon. J'aurais fait donc, si j'étais sur cette phrase-là, j'aurais fait une entrée de saisie séquentielle. Ok. Avec l'architecture de Transformer, ça ne sera pas une architecture séquentielle, c'est-à-dire qu'on va mettre en entrée toute la phrase. Ok. Donc, on parle de longueur de séquence. Okay. Donc, on va prendre toute cette phrase-là et on va la donner à votre architecture Transformer. Qu'est-ce qu'il va faire? Chaque mot va être traduit en word embeddings et derrière ces mots, on va calculer la position de chaque mot. Okay. Donc, vous voyez, vous avez un positional encoding ici. Donc, on va savoir que veut, ça vient avant 4, etc. Donc, on va faire un input embedding, on va faire un positional embedding, on ajoute ces deux embeddings-là, et puis on va les donner, oublions les boîtes oranges, là, ok? On va les donner à votre réseau neuronal.
Donc là, c'est typiquement un réseau neuronal de feed-forward que on a déjà vu par ailleurs, la fois dernière notamment. Donc, un feed-forward, vous avez un réseau neuronal qui va interpréter votre embeddings et va les donner à... Donc ici, on est sur l'encodeur. Donc, vous avez deux parties, l'encodeur ici, et ici, vous avez le décodeur. Donc, les informations de input seront données au décodeur. Et si je regarde le décodeur maintenant, eh ben, en fait, je vais revenir sur un autre réseau neuronal, feed-forward, qui va traiter cette information, va vous donner un softmax et vous donner une probabilité. Alors, j'ai omis les pavés orange qui sont extrêmement importants, car les pavés orange, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre le focus, c'est pour ça qu'on parle d'attention, parce qu'en fait, ils vont mettre le focus sur votre phrase, voyez? Donc, si j'ai ma phrase « The cat drank the milk because it was hungry », il va mettre un score sur chacun de ces tokens-là, ok? Et il va voir en fait que le hit que vous voyez là fait référence au chat. Et le hit que vous voyez là fait référence au milk. The cat drank the milk because it was sweet. Okay? Donc, c'est ça le attention embedding, c'est-à-dire qu'on va mettre, où est-ce qu'on met le focus sur votre phrase. Okay? Alors, comment il fait ça? Il va s'appuyer sur un système de scoring. Okay? Donc, vous avez le calcul qui est fait dans les boîtes orange. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que vous avez votre mot, par exemple, vous voyez the cat. Ce mot-là, il va rechercher s'il y a une correspondance particulière avec un autre label. Donc, pour nous, par exemple, ça sera it. Ok, donc on a une query ici, le mot. Ok, en fait, tout ce que je vous dis là, on va parler de ces trois pavés, query, key and values. Ces trois fonctions-là, ce sont des vecteurs. En fait, on a trois vecteurs ici. Donc, on a un vecteur de requête sur votre mot. Ce mot, on va aller voir une correspondance la plus proche avec le reste des mots de la phrase et on va calculer ce qu'on appelle un scoring. Okay? Et le scoring, je reviendrai sur le calcul ici. On va calculer un scoring et puis on va faire un softmax que vous voyez là. Et ensuite, on va donner ce calcul de score, cette matrice-là que l'on a multipliée, on va la donner au réseau neuronal. Alors, ce que vous voyez là, c'est le calcul que l'on fait pour l'attention. On va prendre votre query, votre matrice. Donc, vous le voyez ici, par exemple. Je vous recommande au fait ce papier-là que je vous ai mis en hyperlien, qui illustre ce que c'est que le transformer. C'est par une personne qui est extrêmement excellente à produire des bons articles de blog. Et donc ici, vous avez un exemple de ces fameuses matrices. Donc là, vous voyez, j'ai mon input, j'ai thinking machine. Donc ça va être mon word embedding avec le positional embedding. Ok. Pareil ici, word embedding et positional embedding. Et ici, j'ai ma requête. Donc là, j'ai une matrice pour la requête, pour chacune des mots. Donc là, j'ai une matrice. Derrière chacun des mots, je vais voir quels sont les mots les plus pertinents derrière le mot chat, par exemple. Et donc, en fait, on va voir en analysant tous ces calculs que l'on va faire que it, c'est assez pertinent avec le chat, par exemple, pour la première phrase. Donc là, le cas 1 que vous voyez là, c'est les mots pertinents par rapport à votre premier mot ici. Et donc, ça va être une autre matrice. Et ce que l'on va faire, comme vous pouvez le voir dans le calcul, c'est que je vais multiplier la matrice de mots avec la matrice de valeurs. Et puis, je la divise par la dimension de valeurs. Et je vais obtenir une matrice, la matrice V, qui est la matrice finale que je me donne à mon réseau neuronal. Okay? Donc, c'est comme ça que c'est calculé, en fait.
Okay, donc, on va multiplier ces matrices. C'est similaire à ce que le collaborative filtering, vous vous rappelez, vous aviez les films et les utilisateurs. On a fait une multiplication de matrices et en faisant ça, on découvre certains facteurs latents qui sont donc stockés ici. Et donc, on va savoir que ce qu'on va donner au réseau neuronal, ça va être quelque chose dans lequel on va comprendre que le hit que vous voyez là est rattaché au chat. Et le milk, là c'est votre mot, là, le milk, et le hit que vous voyez là, le hit est rattaché à milk. Okay, donc c'est ça le but de l'attention layer. Okay, donc vous avez ce genre de choses. Alors là ici on est sur l'encodeur. Et vous voyez que l'encodeur a 2 connexions vers le décodeur. Okay, et là, vous avez une 3e connexion. Et cette 3e connexion, c'est ce qu'on appelle, parce qu'on fait du sequence to sequence, une architecture séquence à séquence. Ici, vous avez la sortie. Donc, pour appeler dans un modèle de langage, on a une sortie. Et la sortie, ça va être le prochain mot. Et ce que l'on va faire, eh ben, on va donc reprendre vos embeddings. Donc là, ici, ça peut être, si c'est une traduction, on aura les embeddings de traduction, là, okay, par exemple, de rien en français, ici, et en sortie, en espagnol, ce sera de nada. Okay, et donc ici, ben, vous aurez l'embeddings pour de nada, qui va être donc pareil que pour le input. On va donner une positional encoding pour savoir où ça se trouve dans la phrase. Le mot se trouve dans la phrase. Pareil qu'ici, on va avoir l'attention qui va être mise sur votre phrase. Mais par contre, comme on est sur un résultat de sortie, on va cacher le prochain mot à la droite de votre phrase. Donc, par exemple, si je dis deux, en espagnol, ça va être des, et on va laisser le réseau neuronal calculer le prochain mot. Le prochain mot, ça sera de nada, par exemple, si vous l'avez bien traduit. OK. Ou si, par exemple, je prends cet exemple, the cat drank the milk because it was hungry. On va dire le chat a bu le lait parce qu'il était, puis je peux m'arrêter là. Et votre output embedding devra dire, eh ben, parce qu'il était hungry. Okay, donc, il devra faire ce genre de choses. Donc, ici, on va faire un masque parce on veut qu'il découvre le prochain mot. Et on donne cette information de votre output embeddings, on le donne au multi-head attention ici. Okay, donc, le même principe que ce que je vous ai dit. On calcule un score et la matrice qui est donc résultante, elle va être envoyée en feed-forward, okay, au réseau neuronal. Et le réseau neuronal va calculer un softmax. Et le softmax, c'est la probabilité du prochain mot, en fait. Okay. Donc, voilà le principe de ceci. Okay. Donc, rappelez-vous, vous avez ces 3 valeurs, Q, K et V. Q, c'est le current word. K, on pourrait penser à des étiquettes qui vont représenter d'autres mots dans votre segment. Et la V, ça va être la valeur de représentation. Et cette valeur de représentation, c'est la matrice qui est calculée en dernier ici. Et cette matrice-là, elle va être donnée directement à votre réseau neuronal. MatMul, c'est matrix multiplication. Okay. Donc voilà comment c'est fait. Et alors, vous avez différentes, en anglais on dit flavors, différentes variations d'architecture de transformers. Aujourd'hui, on va voir GPT-2 et la fois prochaine, on verra BERT. C'est les plus couramment utilisés. Il y en a un autre aussi qui a pas mal de succès, c'est T5. Bon, on en verra 2 pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va voir GPT-2. Et donc, en fait, dans GPT-2, on n'a que des décodeurs. Alors, au fait, je vais oublier de vous dire une chose. Ce que vous voyez là, NX,
c'est le nombre de couches. Okay, donc, dans l'encodeur, j'ai 6 couches d'encodeur ici. Et ici, vous avez, c'est parallèle, donc vous avez 6 couches de décodeur ici. En sachant que l'exercice, les sessions, les notebooks que l'on aura pour cette session, je n'ai pas 6, j'en ai 12 couches. Okay, donc 12 couches ici, 12 couches en tout. Alors, voilà, donc GPT-2, en fait, on a essentiellement du décodeur. Parce que tout se fait au niveau du décodeur. On n'a pas un encodeur-décodeur, ça sera envoyé, votre contexte, on appelle ça un contexte quand vous avez les embeddings et les positional embeddings, on les concatène et puis on les ajoute, on les concatène et on les donne en GPT-2. Et donc, ça sera traité par un décodeur qui fera aussi ce que j'expliquais auparavant. Avec BERT, c'est différent. Avec BERT, on aura un encodeur et un décodeur. Okay. Donc, vous avez, on n'en est pas, mais vous aurez aussi un encodeur. Et celui-là, je le connais moins bien, mais vous avez un recurrent décodeur, etc. Donc, voilà. Alors, avec GPT-2, voilà l'architecture. Donc, vous voyez, on retrouve notre texte avec le position embeddings. On a toujours notre attention ici. Et notre attention, c'est pour savoir où est-ce que je veux mettre le focus sur ma phrase. Et ensuite, on l'envoie à un réseau neuronal et qui va donc traiter votre tâche. Est-ce que c'est de la prédiction de texte ou est-ce que c'est la classification de texte? Donc, nous, en fait, les sessions que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la prédiction de texte. Et la fois prochaine, on fera une classification de texte. Okay. Donc, avec GPT-2, vous pouvez faire ce genre de choses, la classification. Entailment, c'est une prédiction de texte, en fait. Vous pouvez faire de la similarité, donc, par exemple, faire une synthétisation de texte. Et ici, c'est pour tout ce qui est multiple choice, c'est tout ce qui est query and answer. Donc, question-réponse. Alors maintenant, on va voir ce que c'est que l'apprentissage par transfert. Donc, voilà comment ça... Donc là, c'est un exemple avec ULM-FIT, mais je pourrais faire la même chose avec GPT-2. C'est ce que je vais vous montrer dans cette session. Donc là, on a un exemple de langue qui est un modèle de langue qui est basé sur les articles Wikipédia en allemand. Okay, donc ça, c'est ce que j'appellerais votre modèle maître, entre guillemets. Et là, vous allez pouvoir, avec un modèle de langue, travailler sous un sous-domaine. Et admettons que votre sous-domaine, ça soit par exemple les revues de films, ou ça peut être des articles de médecine, ou des articles légaux. Donc, vous allez constituer un autre modèle de langue. En fait, vous allez comment dirais-je, sur-rajouter à votre modèle principal votre sous-domaine. Okay, donc là, ça va être, par exemple, ici, dans ce cas-là, c'est tous les tweets en allemand. Et après, une fois que votre modèle a été enrichi par ce sous-modèle, eh ben, vous allez pouvoir faire des tâches spécifiques à NLP comme la traduction, comme la classification, le sentiment analysis, classification de texte, etc. Alors, le premier modèle qui a fait ce genre de transfert learning, apprentissage par transfert, ça a été ULM-FIT. Donc, ULM-FIT, c'est ce qu'on a vu la fois dernière. C'est un modèle qui a été développé par FastAI. Et donc, 2 personnes, Jeremy Howard et Sylvain Gulger, ça fait partie d'un papier de recherche. Et à partir de là, il y a eu plusieurs versions. Donc, on a donc eu GPT, on a eu BERT qui a fait pas mal de petits. BERT, ça vient de Google. Et donc, la prochaine fois, je vous montrerai un exemple avec Roberta. Et puis, on a également en Chine, ils utilisent aussi une autre variante de BERT qui s'appelle Ernie et qui est utilisée pour Baidu. Okay. Donc, Baidu, c'est le moteur de recherche chinois.
et ils utilisent Bernie. OK. Alors, ça, c'est pour l'histoire derrière l'architecture transformer et puis le transfer learning. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur FastAI et on va voir que FastAI peut intégrer en effet d'autres plateformes de développement et parce qu'en fait, on a une architecture très flexible. Alors voilà les applications que vous allez pouvoir faire avec FastAI. Donc, c'est la vision, computer vision. Vous savez, c'est le texte, c'est le tabulaire et c'est le collab. Donc, on a vu déjà l'ensemble de ces applications dans les différentes sessions que j'ai faites depuis quelques mois. Et vous avez donc, là, c'est le haut niveau. Donc là, vous avez au niveau de l'API deux niveaux. Vous avez le learner qui va vous permettre de dire, eh ben, quel dataset vous allez utiliser, quelle est l'architecture que vous allez utiliser, quel est l'optimiseur que vous allez utiliser. Et là, c'est le data block. Quel type de data block vous allez utiliser? Est-ce que c'est un data block pour la vision? Est-ce que c'est un data block pour le texte? Est-ce que c'est un data block pour le tabulaire, etc. Et en descendant d'une couche, donc on va en arriver sur le milieu mid-level API. Et donc dans le mid-level API, je vais avoir notamment pour le learner, je vais avoir un optimiseur que je dois indiquer. Je vais devoir indiquer des métriques. Et puis on a une boucle d'entraînement quand on fait du deep learning. Et cette boucle d'entraînement, elle est dotée de callbacks. Les callbacks, ça va vous permettre de faire des sorties sur votre boucle d'entraînement pour faire un entraînement bien spécifique à vous et de rentrer dans la boucle d'entraînement après. Je vais vous montrer un exemple justement avec GPT-2 et FastAI. Et vous avez un autre mid-level API, le data core. Et le data core, c'est tout ce qui se référencie le data loader. Donc, en fait, le mid-level API, ça va vous construire les fondements de PyTorch avec des pipelines, avec des transformations, avec l'objet orienté de Tensor et puis des opérations d'optimisation. Okay. Donc, voilà le principe. Alors, je vais maintenant aller dans le vif du sujet et on va prendre le premier notebook que je vous ai indiqué. On va faire le tutoriel. Okay. Alors, ne le faites pas en même temps que moi. Je préfère que vous écoutiez ce que je dis. Et ensuite, vous aurez à loisir le temps de traiter tout cela chez vous. Donc ici, la première instruction que je vais prendre, c'est que je vais mettre à jour la librairie FastAI. FastAI est installée dans Colab. Et là, ici, je la mets à jour. Et donc, ça vous donne ce genre de traitement. Et donc là, je vais me baser sur le fait d'intégrer FastAI dans la librairie de modèles FastAI, Hugging Face dans FastAI. Donc là, ce que je vais faire appel au transformer. Donc là, c'est dans Hugging Face. Donc, je vais faire pip install les transformers. Et donc, une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre ces classes-là. Donc, from transformer, je vais appeler mes deux classes qui référencient GPT-2. Donc, LM, c'est Language Model. Donc, je vais prendre le modèle de langage et je vais prendre un tokenizer. Et donc là, vous avez deux types de tokenizer. Ici, ils ont pris un tokenizer fast. Je n'ai pas trop regardé le détail du tokenizer standard et du tokenizer fast. Bon, fast, comme son nom l'indique, ça doit faire plus rapidement, mais je n'ai pas regardé le détail. Alors, à tout moment, vous allez pouvoir voir la documentation de GPT-2. Donc, je vous le montre ici. Si je fais transformer, donc là, vous voyez, je suis sur Hugging Face. Et donc là, il vous dit, et vous avez ici tous les modèles pré-entraînés. Et donc, là, on est sur BERT. Si vous descendez un peu plus bas, vous allez être sur GPT-2. Donc, nous, ce qu'on a pris, c'est le GPT-2 Small. Okay. Donc, le GPT-2 Small, comme vous pouvez la voir, il a 12 couches.
Et puis, il a 768 tokens, ok, jetons. Okay. Et donc, c'est en anglais. Okay. Alors, ce que vous pouvez faire également, vous allez ici sur Models. Et donc là, vous avez, par exemple, admettons que je veux faire une text-to-text generation, ou text classification, admettons. Non, je vais changer. C'est ce qu'on va faire. On va faire du text generation. Donc, je vais dire, OK, je prends ça, je m'intéresse à PyTorch. Et puis, vous allez pouvoir même utiliser certains datasets que Hugging Face a. Et puis, c'est là où vous allez pouvoir voir toutes les langues que vous pouvez utiliser. Okay, donc, vous avez toute une flopée. Alors, si je prends espagnol, par exemple, voilà, vous avez du GPT-2 Small Spanish. Okay. Si je prends du français, OK, et on va utiliser celui-ci. OK, donc si je clique pour le deuxième notebook, je vais utiliser ce modèle-là qui est un modèle GPT-2, mais qui a été pré-entraîné sur du texte en français. OK, et donc, vous avez des informations là-dessus et vous avez ici les corpus sur lesquels il a été pré-entraîné. OK, donc on voit qu'il y a du Wikipédia, du Newscroll, de Europa, le Parlement européen, j'imagine, des news commentaries, etc. Et la taille du modèle, le vocabulaire 57,9 GB. Voilà, donc un exemple de ceci. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc récupérer les jetons les poids pré-entraînés. Donc, je prends sur GPT-2. Et là, je vais indiquer par cette variable tokenizer, je vais instancier mon GPT-2 tokenizer fast, ma classe. Et je vais dire, je la prends sur les poids pré-entraînés qui viennent de GPT-2. OK, pre-trained. Et là, j'ai mon modèle. Donc là, j'instancie cette classe ici par le biais de modèle. Et donc là, je vais prendre le GPT-2LM modèle, pareil, avec mes poids pré-entraînés de GPT-2. Donc, ça vous télécharge ce genre de choses. Et donc, maintenant, je vais pouvoir tester le tokenizer qui a été pré-entraîné par simplement une instantion, par simplement le fait qu'on l'ait téléchargé. Et donc, si je fais tokenizer, donc je dis, je vais prendre ça et je vais dire, je demande au tokenizer de me prendre Hello World et de me sortir les tokens. Et j'ai deux mots et donc vous voyez les deux tokens associés. Donc c'est Word Embeddings ici. Okay. Ensuite, je vais pouvoir faire autre chose. Je vais pouvoir dire, je vais prendre des identifiants, IDs, et je vais faire tokenize, je vais dire au tokenizer de tokeniser cette phrase. Okay. Donc, this is an example of text and. Et donc, là, je récupère mes tokens. Donc, si vous voyez la virgule ici, là, c'est le token numéro 11. Okay. Et puis là, ce que je vais pouvoir faire, c'est de le détokeniser ces tokens. Et vous voyez qu'il m'a bien retransmis la phrase « This is an example of text and », etc. Maintenant, ce que je peux faire, et vous allez pouvoir demander à ce que le modèle génère des prédictions. Donc, vous avez une instruction qui s'appelle « Generate ». Okay, c'est une méthode qui va vous permettre de générer vos prédictions. Et donc là, j'importe Torch et puis je vais prendre mes identifiants, je les mets dans des long tensors. Et puis, je vais dire donc de générer mon texte. OK. Et en fait, c'est ce qu'il va faire. Il va générer ces tokens. Là, ici, je peux voir la taille de ma prédiction. Donc, je suis sur une séquence de 20. Et ici, vous avez vos éléments, vos tokens, ici.
Et donc là, je vais dire, eh ben, maintenant, tu le décodes. Mais tu décodes sur de la prédiction, hein, puisqu'on a fait une génération de prédiction ici. Et donc là, c'est là où je vais avoir le prochain mot. OK? Donc là, il vous dit, il reprend mon texte. This is an example of text and it's not a good one. OK? Et puis continue the first thing. Bon, là, on a demandé une limite à, je ne sais plus combien, je crois que c'était 256 en taille de séquence. Donc voilà. Donc là, c'est ce que le modèle GPT-2 a, a généré. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage parce qu'il génère du texte. Okay, GPT-2 va vous générer essentiellement du texte. Il est bon, GPT-2 peut être utilisé en classification, mais il sera probablement moins bon que Robertin. Bon, j'expliquerai ça une autre fois. OK, donc maintenant, on va s'appuyer sur FastAI. Donc, je vais prendre la librairie FastAI, TextAll, et donc j'importe tout. Et puis là, ce que je vais faire ce qu'on appelle un transfert learning, c'est-à-dire que je vais surajouter au modèle déjà existant, je vais surajouter du texte, OK? Donc là, je vais prendre mon texte Wikitext Tiny, c'est du Wikitext, ça c'est une instruction FastAI qui va chercher par cette URL le jeu de données data qui est stocké sur Amazon. Donc, je vais prendre du Wikitext Tiny et je vais le unzipper. OK? Et donc, il va vous le unzipper dans ce répertoire-là et le fichier, ça va être du test.csv. OK? Et vous avez donc deux fichiers, en fait. Vous avez le test.csv et le train.csv. OK? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un data frame pour le fichier de test et le fichier d'entraînement. Donc, j'ai un data frame qui s'appelle dftrain et je vais le lire le CSV. Et je ne suis pas intéressée par les entêtes de mon fichier. Donc, je mets header equal. Pareil pour le jeu de validation. Et donc, ça vous donne ce résultat-là. Et en fait, quand on regarde ce résultat, vous voyez, vous avez le résultat de ce Wikitext. Il est structuré de la manière suivante. /n, c'est un retour chariot. En fait, c'est la prochaine ligne. Là, vous avez un titre, comme un titre ici. OK? Et puis ensuite, deux lignes, retour chariot, 2 lignes. Et puis derrière, on a le texte associé à ce titre. OK? Donc, alors parfois, vous allez voir ce token UNK. UNK, ça signifie que le mot donc ça, je l'ai expliqué avec la dernière session NLP. UNK, si on a si vous voulez un sac de mots, et donc on a un batch size et une séquence, et donc si ce mot ne fait pas partie de ce batch size, il va être vu comme unknown. OK? Donc, si par exemple, vous avez dans votre jeu de texte un mot comme la Floride et que la Floride n'apparaît que deux fois, à ce moment-là, on va le traiter, ce mot-là, Floride, ou la Floride, on va le traiter comme unknown. Okay? C'est par rapport à combien de fois le mot apparaît dans une séquence. OK, donc on a ce genre d'information. Et puis là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va constituer un autre fichier de texte qui s'appelle all text. Et donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser du NumPy et je vais concaténer mon data frame d'entraînement et mon data frame de validation. Et je vais prendre donc les valeurs de mon data frame d'entraînement et les valeurs de mon data frame de validation. Et le 0 que vous voyez ici, c'est la colonne 0. OK? Donc, en fait, c'est cette première colonne qui va être prise en compte. Alors, ensuite, je peux voir quelle est la longueur de ces data frames. Donc, je vois que pour le data frame train,
j'ai la longueur est 615, pour la validation, c'est 47, et alt text, c'est en 662. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel au tokenizer de GPT-2. OK. Donc là, en fait, je vais créer une classe qui s'appelle Transformer Tokenizer, qui s'appuie sur Transform, et qui va aller chercher, donc là, quand vous voyez Tokenizer ici, il va aller chercher ce que je vous ai montré au tout début, c'est le tokenizer ici, GPT-2 Tokenizer. Il va aller chercher ce tokenizer. OK. Donc, vous vous rappelez que par défaut, FastAI utilise Spacey. Et donc là, ici, on va dire, ben non, cette fois-ci, on va changer de tokenizer et on va utiliser le GPT-2 tokenizer. OK. Et donc là, on va dire, eh ben, tu vas encoder les données d'entraînement X, tu vas les encoder par cette instruction-là, tokenize X. Et on va retourner donc un tensor, OK. Et ces tensors, on va les convertir en identifiants de tokens, OK. Et puis, pour les décoder, eh ben, c'est très simple. Pour les décoder, on va prendre ces identifiants. Donc là, on est sur de la numéricalisation ici. Et on va les décoder en utilisant cette instruction-là, title str. On va donc prendre vos tokens ici et les décoder en string. Okay, c'est ce que vous avez vu quand on a fait le décodage. Au tout début, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. Vous voyez, quand on fait décode ici, non, là c'était sur la génération, mais ici, vous voyez, quand je fais un décode, et là, on fait cette instruction que vous avez vue dans la classe. Alors, on continue. Donc, on a maintenant une classe qui va faire référence à mon tokenizer GPT-2. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour mon data loader, au niveau de PyTorch, vous aurez besoin d'un jeu d'entraînement et d'un jeu de validation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable qui s'appelle split. Et je vais prendre tout dans mon jeu d'entraînement, je vais prendre tous les enregistrements de mon jeu d'entraînement. Et pour mon jeu de validation, je vais prendre le jeu d'entraînement moins la totalité du jeu de test, du texte. Donc, vous vous rappelez, donc 615, j'aurai 47 en fait. Okay, 662. 615 plus 47, ça vous donne 662. Et le split, ça va être de dire, eh ben, mon jeu d'entraînement, ça sera ça, et mon jeu de validation, ça sera ça. Ensuite, je vais constituer une transformation. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle du pré-processing. Donc là, je vais faire une liste de transformations. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette liste de transformations? Ben, je vais prendre mes alt text. Je vais utiliser mon tokenizer ici, qui est mon GPT-2 tokenizer. Je vais prendre mon split. Et là, je vais dire eh ben, que la transformation que je vais faire, c'est pour un type de data loader qui s'appelle le Language Model Data Loader. Okay, donc, c'est ce qu'on fait ici. Et une fois que ceci est fait, vous pouvez voir que dans mon jeu d'entraînement, maintenant, j'ai du TLS Train qui est à 615 et mon jeu de validation qui est à 47 enregistrements, 615 enregistrements, 47 enregistrements. Et là, vous pouvez aussi voir pour un élément donné, donc je peux dire TLS Train, le premier élément, ça vous donne ces valeurs-là. Et pour la validation, ça vous donne ces valeurs-là. Alors, comme on vous l'indique, on dirait que c'est les mêmes, mais en fait, c'est trompeur, hein, parce que si vous regardez, et ça, c'est toujours important de regarder quand vous développez avec en deep learning au niveau de PyTorch, ou TensorFlow, c'est pareil, d'assurer la taille de vos tensors. Donc là, si je regarde la taille de TLS Train item, si je regarde la taille du premier enregistrement, je suis à 4576.
alors que si je suis sur la validation de ce premier enregistrement, je suis à un touch size à 1485. Donc, ça a l'air d'être pareil, mais en fait, les tokens ne sont pas pareils. Le début semble être pareil, mais pas, enfin, ce que vous voyez au milieu, ça doit être différent. Alors maintenant, ce qui est sympa avec FastAI, c'est que vous allez pouvoir voir le premier enregistrement que vous trouvez dans TLS Train. Donc là, j'ai pris un index, l'index 0. Et donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez ici votre titre. Et 2 lignes après, vous avez le texte. Votre titre. Et 2 lignes après, vous avez le texte, etc. Et donc, je peux faire la même chose avec Valide, le jeu de validation. Et donc, si je prends le premier enregistrement, et ben, pareil, vous avez votre titre. Avec là, ici, on a un token unknown. Et puis là, Tropical Storm, peut-être que c'était, je ne sais pas, au Texas. Voilà, blablabla. OK. Donc, peut-être c'était en Nouvelle-Orléans, parce que je vois que c'est Atlantic Hurricane Season. Donc voilà. Donc là, la Nouvelle-Orléans est sortie du Bag of Words. OK. Et voilà, donc maintenant, on a fait notre data loader. Donc, rappelez-vous, un data loader, vous avez besoin d'un jeu d'entraînement et un jeu de validation. Et donc, maintenant, ce que l'on va devoir indiquer, c'est le batch size et la longueur de la séquence. Okay, donc, ça, c'est typique en NLP. Donc, là, on a pris un batch size de 4 et une longueur de séquence de 256. Comme on vous l'indique, GPT-2 utilise une séquence de 1024, mais enfin, là, je suis sur Colab et encore, je suis sur Colab Pro, là, comme vous pouvez voir. Ce notebook, vous pouvez le lancer dans Colab sans être dans Colab Pro. Mais faites attention parce que vous risquez d'avoir, si vous mettez par exemple 1024 ici, vous aurez certainement un problème de mémoire, okay, soit de GPU, soit de mémoire. Donc, si c'est le cas, il faudra réduire votre input ici en batch size et longueur de séquence. Cette séquence-là, elle est parfaite pour les traitements, les tests que l'on veut faire. Alors voilà, donc on a notre data loader. Maintenant, le data loader, je l'ai créé ici, DLS, et je vais prendre donc la transformation que j'ai faite de mon data loader que j'ai fait au-dessus, avec mon batch size et ma sequence length. Okay, donc là, je fais mon data loader là. Et donc là, je vais demander à ce qu'il me montre les 2 premiers enregistrements de ce data loader. Donc ici, vous avez le texte tel qu'il est dans votre fichier CSV. Et là, en fait, donc on est limité par une sequence length de 256. Et donc là, il va vous donner la suite, vous voyez. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez text underscore, c'est ce que le modèle de langue va devoir donner. Donc ici, vous voyez, vous avez hottest 100 Australian albums of all. Et là, le prochain mot, c'est time, of all time. Okay. Pareil pour le deuxième. Setting equals / n. Donc, c'est retour chariot 2 fois ici. Et donc là, j'ai le prochain texte, the. Oui, c'est ce que le prochain mot de votre modèle de langue. Alors, je vais créer une fonction qui s'appelle tokenize. Et donc, je vais prendre un texte et je vais demander donc qu'on me donne les tokens à partir de ce texte. Donc là, je fais tokenize text. Il va me donner les tokens au sujet de ce texte. Et puis donc, il va me retourner un tensor, ok, donc PyTorch tensor, avec les tokens convertis en numérique, ok, tokens to ID, ok. Et donc, ça, c'est ma fonction. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette fonction. Donc, je vais l'instancier. Donc, je fais une variable qui s'appelle tokenize. Et je vais l'instancier dans cette for loop.
je vais prendre mon texte, T pour texte, et je vais aller chercher le texte T dans mon fichier all text. Okay? Donc, en fait, il va prendre tout. Donc, on a 662 enregistrements dans all text et tous ces textes-là, il va les tokeniser, en faire du numérique, en fait. Et donc, en effet, je voulais m'assurer que j'avais bien 662 tokens en enregistrement, on va dire. Et donc là, vous avez bien 662 enregistrements. OK? Donc, on a bien 662 tokens par rapport à votre texte. Maintenant, ce que je vais faire, la classe que je vous ai montrée tout à l'heure, tokenizer, on va l'adapter un petit peu parce qu'on est sur un modèle d'apprentissage où on va récupérer des tokens d'un modèle déjà entraîné, ce qui est le cas, hein, puisqu'on a récupéré un modèle pré-entraîné, GPT-2. Et comme je rajoute des tokens à ce modèle, eh ben, je vais modifier ma classe Transformer Tokenizer. Je vais la modifier pour qu'elle puisse prendre de votre jeu de données, pour qu'elle puisse, donc ce qui est X ici, elle va, si X est déjà un tensor, on ne fait rien. Sinon, on va tokeniser. Donc ça, c'est utile quand vous avez justement, vous allez enrichir un modèle de langue pré-entraîné déjà existant, ce qui est mon cas, et pour lequel je vais rajouter du Wikitext additionnel. Et ce Wikitext additionnel, eh ben, il fera l'objet d'une tokenisation. Alors, on l'a fait déjà par cette fonction-là, OK? Mais là, c'est le code complet là, que vous avez ici. OK? Et si je veux faire un décodage, donc là, je suis dans le encode. Si je veux décoder, ben pareil, je vais prendre mes tokens et je les décode. Et généralement, on va utiliser de la CPU, on n'a pas besoin de travailler parce qu'on va utiliser du NumPy, donc on n'a pas besoin de travailler sur la GPU. Voilà l'instruction pour le décoder et ça vous donnera la chaîne de caractères. OK? Alors, ça, c'est... Je reviens donc sur mon traitement final de transformation. Et ma transformation est la suivante. Donc, j'ai une liste de transformations. Et donc, je vais prendre ce que j'ai déjà tokenisé, tokenize. Donc, ça, c'est all text, vous vous rappelez. Là, c'est le tokenizer qu'on utilise, okay, GPT-2. Et là, c'est le partage de mon jeu de données entre entraînement et validation. Et là, je reviens toujours sur mon language model data loader, okay, le DL type, data loader type. Maintenant, je demande de nouveau de revoir le texte, le data loader. Et toujours pareil, vous voyez, j'ai une autre entrée ici. Facing Virginia Tech was a familiar post, @, season. OK? Donc là, c'est une sorte d'émoji qu'on a utilisé ici. Et puis là, ici, comprising free, previous, et puis donc unrelease. OK? Donc là, c'est le underscore. Text underscore, c'est le prochain mot. OK? Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire du fine-tuning sur le modèle. Donc là, on a fait notre data loader. Maintenant, on va travailler sur le learner. Et ce qu'on vous explique ici, c'est que le Hugging Face modèle, au niveau de votre... quand vous allez générer les prédictions, il va vous retourner un tuple. Donc, c'est une liste avec des valeurs en output, avec la prédiction actuelle et d'autres variations d'activation, additional activation. Et pour l'entraînement de la FastAI, la chaîne d'entraînement de FastAI, on n'a pas besoin de ça, d'autres activations. On a besoin que de la prédiction générique, en fait. Donc, c'est ce que l'on fait ici. On va créer une classe qui s'appelle Dropout et on va faire un callback. Donc, les callbacks, c'est pour modifier la chaîne d'entraînement de FastAI. OK?
TensorFlow utilise également les callbacks. Okay? C'est pour faire une insertion dans votre chaîne d'entraînement pour la modifier, faire une procédure XY et revenir sur cette chaîne d'entraînement. Donc là, je fais une classe qui s'appelle Dropout, pardon. Et qu'est-ce que je vais dire? Eh ben, je vais modifier ce que Hugging Face nous propose. Je vais dire, eh ben non, finalement, pour les prédictions, je vais prendre Safe Learn Pred et je vais prendre que la première, une seule prédiction, Pred Just, au lieu d'avoir tout un... Si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, vous aurez une erreur dans le learner. OK? Alors maintenant, voilà mon learner. Donc là, c'est une classe que j'ai instanciée ici, Learn. Donc, quand on travaille sur un learner, que ce soit sur FastAI ou ailleurs, TensorFlow, etc., vous avez besoin d'un jeu de données. Donc là, c'est mon data loader. Là, c'est mon modèle. Donc, rappelez-vous, mon modèle, c'est le modèle que je vous le remontre au tout début. C'est ce modèle-là. OK, GPT-2 LM Head Model. On va revenir sur le learner. OK, donc mon modèle. Et là, vous avez la fonction de perte, donc c'est le cross entreprise loss flat. Et puis là, vous voyez, c'est là, CBS, c'est les callbacks. Donc là, je vais prendre ma classe que je vous ai détaillée il y a quelques minutes, Dropout. Là, je vais prendre une métrique. Alors là, vous avez une métrique en modèle de langue qui s'appelle Perplexité, modèle de langage qui s'appelle Perplexity. Et cette perplexité, ça va vous donner une bonne indication sur, la validation de votre modèle de langue. Est-ce qu'il est vraiment bon pour être utilisé pour d'autres tâches de NLP? Donc, plus la perplexité est basse, mieux c'est. Si elle est très haute, il faudra entraîner votre modèle intensivement pour avoir une perplexité basse. Alors, une perplexité basse, ça peut être entre 10 et 30. Ça dépend de... Ouais, entre 10 et 30. 30 étant assez haut quand même. Et donc là, ici, ça c'est une instruction que l'on a vue déjà la dernière fois aussi, c'est ce qu'on appelle les mix précisions, c'est-à-dire pour faire un entraînement plus rapide, je vais travailler sur du float 16 bits au lieu du 32 bits qui n'a pas défaut souvent appliqué. Alors, la première chose que l'on va faire, une fois que vous avez votre modèle ici, votre learner, pardon, on va essayer de le valider. Et la validation, quand vous faites Learn Validate, ça va vous permettre de voir quelles sont les quelle est la première valeur que vous voyez là, c'est le validation loss, la perte que vous avez au niveau de votre validation. Et ici, c'est la perplexité. Et vous voyez que déjà, simplement en utilisant ce modèle-là, qui a été déjà pré-entraîné, j'ai déjà une bonne perplexité. Vous voyez, je suis à 17,17. OK, ce qui est très bon déjà. OK, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais entraîner ce learner. Donc, il faut que je trouve un bon learning rate. Donc là, vous avez, c'est l'avantage de FastAI, c'est que vous avez ces genres d'instructions qui vont vous permettre d'évaluer votre modèle et de trouver le meilleur learning rate pour l'apprentissage de votre modèle. Et donc là, vous avez le résultat ici, vous avez le learning rate et ici, vous avez la perdition. Donc là, donc c'est bas, c'est bien. Ne prenez pas un learning rate ici parce que là, vous allez faire ce qu'on dit en anglais overshooting. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut prendre au moins 10 ou 20 avant. Donc là, on a pris ce learning rate-là, one in egg 4. OK? On pourrait prendre one in egg 3 ou one in egg 4. On va prendre celui-là. Je parle en anglais. 1E-4. One in egg 4. OK, donc là, je vais faire fit one cycle. Alors, fit one cycle, c'est aussi une instruction de FastAI. Je vous l'indiquerai dans quelques minutes, enfin, on verra ça un peu plus tard. Cette instruction-là, en fait, je vais autant le dire tout de suite, elle va s'appuyer sur le learning rate. Au tout départ, elle va
elle va exploiter votre jeu de données avec un learning rate très bas. Et au fur et à mesure, elle va le tester et l'augmenter. Donc, on va avoir un cycle de learning rate par rapport à votre jeu de données. Et ça va vous donner un apprentissage là-dessus. Donc, fit one cycle. Donc là, si je fais un cycle avec ce learning rate là, one in egg 4, donc celui-ci, ici, vous avez déjà une validation qui a 2 points, une perte de validation qui a 2,84 et une perplexité qui a 17,17. OK? Donc, c'est déjà pas mal par rapport à, on a à peu près la même chose. Et puis maintenant, je vais regarder, je vais pouvoir faire je vais tester mon modèle, puisque j'ai déjà une très bonne perplexité ici. Donc, je vais pouvoir tester mon modèle. Donc, généralement, ce qu'on vous recommande, c'est de prendre un enregistrement de votre jeu de validation. Donc là, on est sur l'index 1, pour voir comment votre jeu de validation est construit et pour le tester par rapport au même jeu d'entraînement. Donc, par exemple, vous voyez ici, j'ai un prompt et je vais récupérer la même structure. Vous voyez, ici, c'est le texte, le titre du texte. Et puis là, c'est ce que je vais mettre derrière. Donc, unicorn. A unicorn is a magical creature with rainbow tail and a horn. Ça, c'est mon texte. Et donc, je vais le tokeniser pour l'encoder. Et puis, je vais avoir donc ce genre de sequence length. J'ai une valeur de séquence de 21. Et je vais demander au modèle qui me prédise ce prompt. Okay? Donc, je vais faire l'ordre modèle generate. Et puis, je vais prendre donc mon tensor, INP. Okay? Et puis, je vais dire, tu me donnes une longueur maximale de 40. Number of beans, c'est, je reviendrai dessus dans quelques instants. Et les températures, c'est de dire à quel niveau de pertinence vous voulez avoir, quel niveau de pertinence vous voulez avoir sur le résultat de votre texte que vous présentez ici. Okay? Je reviendrai sur ces deux choses dans le prochain. Et donc là, si je le décode, cette prédiction, donc, et je le mets en CPU sur du NumPy. Donc là, c'est le début c'est Rainbow Tail and a Horn. Et si vous allez un peu plus loin, le modèle continue avec ça. Oui. Donc là, shape head, alors on peut continuer. It is a member of, of the family and is, etc. Okay. Donc voilà un exemple de modèle GPT-2 en anglais qui a été enrichi par du texte en anglais et pour lequel on a construit ce learner. Alors maintenant, on va passer au deuxième qui peut-être pour nous tous est plus intéressant. C'est celui que j'ai développé ces derniers jours, avant-hier. Et donc ici, on va aller sur le GPT-2 LMFR, donc toujours sur un modèle de langage, mais cette fois-ci, on va s'appuyer sur un modèle de langage qui a été entraîné sur du français. OK, donc je reviens donc ici je réinstancialise, je mets à jour la librairie FastAI, j'importe FastAI Text All et puis donc je vais cette fois-ci reprendre mes transformeurs GPT-2 Tokenizer, GPT-2 LM Head Model. Là j'ai mon modèle, ok, et donc là vous voyez. Cette fois-ci, je vais prendre Antoine BelGT2. Alors, je l'ai pas, comment dirais-je, inventé. Si vous cliquez sur ce lien, on va vous donner le détail de ce Belgian GPT-2. Donc là, c'est comment
la génération de texte pour ce modèle. Donc là, vous avez tout des tas d'informations là-dessus. Et si je reviens, je vais peut-être prendre celui-là, je vais prendre celui-là, le Hugging Face. Donc là, je suis dans les modèles GPT-2, okay, sur du text generation. Et donc, on voit qu'il est disponible pour PyTorch et TensorFlow, ce modèle, et que c'est sur du français. Et en fait, on va vous indiquer comment l'utiliser. Okay. Par exemple, hier, Elon Musk a bâché Bitcoin. On va voir. Donc, vous pouvez tester votre modèle ici. Alors, je ne sais pas ce qui va nous sortir. Le Hugging Face modèle est vraiment intéressant et très, très riche. Je vous conseille de le regarder attentivement. Il est en train de changer le modèle. Et donc, en fait, voilà, il vous dit, ben voilà, d'abord, il faudra faire le modèle sur Antoine Bell GPT-2, etc. Donc, ces informations-là, on vous les indique. A été échangé contre, le Bitcoin a été échangé contre, etc. Donc, vous allez pouvoir, je sais pas si je fais maximize. Okay. Voilà. Donc, je reviens sur donc voilà pourquoi Antoine Louis Bell GPT-2. Alors c'est un Belge, mais bon, le français est très bon, donc je l'ai testé pour vous. Alors donc ici, je peux demander quelle est la taille de mon vocabulaire. Donc là, c'est mon vocabulaire français, hein, puisque je suis sur un pretrain d'un vocabulaire en français. Et donc là, je suis sur 50 257 tokens. Et en fait, vous avez cette instruction qui vous donne, c'est un dictionnaire, et donc je peux ici demander l'affichage des 10 items de ce dictionnaire. Et donc, vous avez ce genre de choses ici. Et ça, vous en avez 50 257 enregistrements. OK, donc là, je vais pouvoir aussi faire donc récupérer de mon vocabulaire dans une liste. Donc ça, c'est parce qu'éventuellement plus tard, quand je ferai de la classification de texte, j'aimerais récupérer ce vocabulaire. Donc c'est pour ça que j'en fais une liste. Donc je fais vocab-LM et je vais prendre les clés de mon dictionnaire. Donc les clés, ça va être les valeurs S, ça c'est key value. Donc là, c'est S, PAD, etc. Et donc, je veux m'assurer que ce que j'ai constitué est bien en accord avec la taille de mon vocabulaire. Et si tout se passe bien, c'est que c'est vrai, c'est bon. L'assertion est bonne. Alors maintenant, ce que je vais tester mon tokenizer avant même de l'entraîner sur d'autres tâches. Donc, je vais faire cette instruction-là, tokenizer encode, et je vais dire, je vais penser à Chirac, c'est une histoire abracadabrantesque. Et donc, voilà le token qui a été renseigné, les tokens associés. Et donc là, je vais les décoder et le décodage se fait très bien. C'est une histoire abracadabrantesque. Maintenant, je vais utiliser la partie Generate qui va vous donner une prédiction sur ce texte. Donc, je vais générer un long tensor. Je vais demander la prédiction sur ce long tensor. Donc là, j'ai ma shape, donc c'est une longueur de séquence de 20. Et donc là, vous avez vos tokens ici. Et si je demande à ce modèle de me générer la suite, et j'aime bien ce qu'il a généré, c'est une histoire abracadabranteesque qui se déroule dans un monde parallèle. Et je trouve que c'est pas mal comme réponse. Donc bravo, c'est quand même pas mal bien. Ça a été bien pré-entraîné en fait. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais le surentraîner, ce modèle, avec des données de Allociné. Allociné, je pense que vous connaissez ce site web.
C'est un site qui référence les films et qui permet aux utilisateurs de renseigner des revues sur ces films. Et c'est ce que je vais aller rechercher. Donc là, je vais créer un répertoire qui s'appelle Allociné, Content Allociné. Je vais créer un répertoire modèle et je vais me mettre ma variable PAF, je la mets sur Content Allociné. Et donc, je suis feignante, donc j'ai été chercher une extraction qui avait déjà été faite sur Allociné. Donc, j'ai pris ce fichier d'archives de cette personne-là, Théophile Blard, et donc je l'ai extraite. J'en ai fait une extraction et cette extraction, je la mets dans le répertoire Content Allociné. Et donc, une fois que ceci est fait, je vais pouvoir lire, donc ça donne des fichiers JSON. Donc, vous avez un fichier qui s'appelle train JSON qui est maintenant dans ce répertoire-là, donc dans Content Allociné Data. Et vous avez donc un fichier qui s'appelle train.json1. Et donc, je vais prendre, ce fichier est énorme et je vais prendre uniquement 10 000 enregistrements parce que j'ai pas envie de passer du temps à entraîner mon modèle. Vous pouvez changer, hein, vous pouvez mettre 50 000, je crois qu'il y en a 60 000 ou 160 000, je ne sais plus. Donc là, j'en ai pris 10 000 et puis donc je demande à avoir le contenu de ce fichier. Donc là, je prends qu'un seul enregistrement. Et donc, en fait, vous avez trois colonnes, pardon. Vous avez l'URL du film, vous avez la revue qui a été faite par un utilisateur, et ici, vous avez la polarité. Donc, la polarité, c'est 0, c'est nul. Oui, vous pouvez déjà le constater si vous cherchez du cinéma brutissant. Donc, la polarité ici est nulle. Et si c'est 1, c'est que l'utilisateur a aimé ce film. Okay, donc, on a ce genre. C'est parce qu'en fait, je vais plus tard, dans la prochaine session qu'on aura ensemble, je vais faire une classification de texte basée sur la polarité de ces films. Alors voilà, donc là j'ai mon data frame pour l'entraînement, là j'ai mon data frame pour la validation. Donc là on vous livre également un autre file JSON et là j'en prends 1000. Donc je prends 10% de. En fait, j'en prends beaucoup moins pour la validation. Et donc, voilà. Et donc, là aussi, c'est un film qui a l'air. Ce film est tout ce qu'il y a de plus sympa, même si l'ensemble n'est pas dépourvu de clichés, etc. Donc, c'est quand même une polarité à 0. Et donc, je vais transformer ces data frames, je vais les mettre dans un format CSV. Donc, c'est ce que je fais ici. Je prends soin de mettre un encoding à UTF-8. Je ne suis pas intéressée par les headers. Donc, pour ces headers-là, je ne suis pas intéressée. Voilà, je fais la même chose pour le validation. Et puis, éventuellement, vous pouvez là, j'ai monté mon drive Google, donc je peux copier le résultante de ces deux traitements. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que mon data frame dans traitement que je lis maintenant sur un CSV est correctement fait. Donc, j'ai plus, vous voyez, les en-têtes. Et puis, j'ai donc, ici, j'en ai demandé 2 pour voir. Donc là, on est toujours sur des films qui ne sont pas très intéressants. OK. J'aime bien celui-là, trash, retrash et retrash. Au début, je dis, oh mince, je trouve de l'anglais, mais enfin, bon, c'est du français, mais c'est justement dans du texte, vous pouvez avoir du texte en anglais, par exemple, pour un texte, enfin bref. Alors, donc voilà. Donc, pareil pour la validation, je fais la même chose. Et donc là, je refais le même principe qu'on avait vu avec le tutoriel. Donc, je fais un fichier de type all text. Parce qu'en fait, plus vous donnez de texte à votre modèle de langue, mieux c'est. Donc, c'est ce que on fait ici. Donc, là, ce que je vais dire, je vais prendre les deux fichiers
les deux data frames, donc de train et de validation, et je les concatène. Okay, donc, j'utilise NumPy, concatène. Et vous voyez ici, je n'ai pas pris 0, mais j'ai pris 1. Pourquoi 1? Parce que c'est le texte ici. Si vous mettez 0, vous aurez uniquement les URL. Ce n'est pas ce qu'on veut. Moi, je suis intéressée que par le texte ici. Okay, donc, en fait, mon fichier de texte, je ne vais avoir que du texte et qui va donc être utilisé pour la tokenisation. Donc, justement, on arrive au tokenizer. Donc, je retrouve le même tokenizer qu'avant. Et là, j'ai fait un autre type d'essai. Donc, j'ai instancié le transformer tokenizer qui est mon GPT-2 tokenizer dans cette variable. J'ai créé un texte. Peut-être que vous avez raison. OK. Je vais demander à ce que ce texte soit des identifiants de tokens. Donc, je fais un encodage. OK. Et puis ensuite, je vais convertir. Donc là, c'est un encodage de texte. Et ensuite, je vais convertir cet encodage en token. Et vous avez le résultat ici. Donc, vous voyez mon texte. Peut-être que vous avez raison. Ici, vous avez le text token. Donc, vous voyez, c'est peut, tirer, être, que, etc. C'est la manière dont le tokenizer réagit. Et puis, donc, ici, vous avez vos tokens. Peut, être, etc. Vous voyez que être est souvent le tirer, là, 15, le tirer. Et donc, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer mon vocabulaire. Donc là, je demande le get vocab, c'est une autre instruction, c'est un dictionnaire. Et donc là, l'instruction qui est similaire à ce qu'on avait fait en tutoriel, j'ai testé notre instruction. Cette instruction-là, on fait elle perd une liste. OK, ce que vous avez pas. Mais là, c'est une liste de vocabulaire en anglais pardon, français que je vais avoir. Bien sûr, les premiers, on ne le voit pas. Vous voyez, le début d'une phrase, c'est S, et la fin d'une phrase, c'est /S, par exemple. Maintenant, je vais faire mon loader. Donc, c'est la même chose qu'on a fait auparavant. Donc, j'ai une liste de transformation. Et puis, je vais pouvoir demander de cette transformation-là. C'est pas du data load, excusez-moi. Là, c'est du data bunch, si vous voulez. Donc là, je vais dire, je montre l'index numéro 3 de ce data sur l'environnement. Et donc, voilà l'information. Mon Dieu, quelle métaphore filée, je suis abasourdie, mais réellement, blablabla. Et pareil pour la validation, l'idée est très bonne, mais le fil manque de rythme malgré, etc. Là, j'ai mon batch size. Donc là, j'ai pris un batch size de 8 et puis une séquence de 256. Alors, toujours pareil, faites attention de ne pas mettre une grosse séquence parce que vous risquez d'avoir un problème mémoire. Donc là, je montre mon batch. Et donc, parce qu'ici, en fait, de cette transformation que vous avez vue ici, j'en fais un data loader. Okay, donc, je fais un data loader. Et donc là, je montre ce qu'il en est. Et puis, je vais faire une tokenisation ici de mes textes. OK. Et puis ensuite, quand je regarde all text, j'ai 11 000 enregistrements et 11 000 tokens. Donc, et donc, la taille du vocabulaire, alors ça, c'est sympa, c'est qu'une fois que vous avez fait votre tokenisation sur votre nouveau vocabulaire, vous pouvez les rajouter au vocabulaire existant. Donc, le vocabulaire existant, la taille, elle était de 50 257. Et avec la nouvelle version qui est tokenisée, le nouveau vocabulaire, maintenant, j'ai augmenté la taille à 61 252, la taille du vocabulaire à 61 252. Alors, une fois que vous avez fait ça, il faudra retailler les embeddings parce que les embeddings, au niveau de votre modèle, elles ont été constituées sur cette taille-là dans le vocabulaire, 50 257. Donc, on les retaille à 61 252.
Okay, donc, c'est ce qu'on fait ici. Et ce que vous voyez là, 768, c'est les tokens générés. Okay, donc là, c'est la taille de votre vocabulaire, tous les mots de votre vocabulaire. Et là, c'est les tokens générés. Donc ça, vous vous rappelez, quand je vous ai la session dernière, plus votre vocabulaire est riche, moins vous aurez de tokens. Parce qu'il va comprendre beaucoup mieux les mots. Et plus votre vocabulaire est pauvre, plus vous aurez de tokens. Donc, c'est tout à fait normal qu'on a moins de tokens à ce niveau-là. Parce qu'il comprend pas mal de mots dans votre vocabulaire déjà. Alors, il y a une autre instruction qui est intéressante, c'est que vous allez pouvoir voir quels sont les mots qui sont dans ce vocabulaire. Donc, c'était cette instruction-là. Donc, je fais get vocab items et puis là, je demande est-ce que le film est dans le vocab, est-ce que fiction est dans le vocab, est-ce que avis est dans le vocab. Hein, et donc là, c'est trop. Donc, j'ai ces 3 mots qui sont dans mon vocabulaire. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant. Vous vous rappelez, donc là, on a transformé un petit peu la classe tokenizer. Si j'ai des tokens existants de mon vocabulaire pré-entraîné, ben, je ne fais rien parce qu'ils sont déjà dans les tenseurs. Sinon, je les tokenise. Voilà ce que ça dit au niveau de l'encodage. Et pour le décodage, ben, on utilise cette instruction pour prendre vos identifiants de tokens qui sont numériques et les transformer en chaîne de caractères. Là, c'est ma transformation. Donc là, j'ai une liste de transformation. Donc là, qu'est-ce que je vais reprendre dans ma transformation? Je vais prendre mon nouveau vocabulaire tokenisé. Je vais prendre le tokenizer GPT-2. Je vais prendre les splits. Donc, les splits, c'est entre l'entraînement et la validation. Et je vais dire, eh ben, ça, c'est mon language model data loader. Okay. Et donc là, je vais je vais créer un data loader que j'ai appelé DLS_LM pour language model. Donc ça, c'est mon data loader language model. Je lui donne une batch size et je lui donne une séquence. Donc le batch size, ça va être 8 et la séquence, c'est 256. C'est quelque chose que j'avais enseigné au-dessus. Et puis maintenant, je regarde mon batch du data loader. Et donc là, vous avez votre texte. Et là, vous avez une BO au synthé évoquant les films d'horreur D. Okay, donc là, le premier, il ne m'a pas donné la suite. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Le deuxième a bien donné la suite. Ainsi que l'univers qu'elle représente est une honte pour. Vous voyez, là, j'ai la suite. Et si j'en fais d'autres, j'aurai la suite. Je ne sais pas pour le premier. Bon, ce n'est pas très grave parce que c'est par rapport à la taille de séquence. Alors maintenant, l'avantage de FastAI, pourquoi tout ça par rapport à Hugging Face? Parce qu'avec FastAI, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc, on l'a déjà vu auparavant, vous avez le learning rate, vous allez pouvoir trouver le learning rate. Et ce qu'on va pouvoir faire avec FastAI, je vais vous montrer ici, c'est ceci. Donc, vous avez le learning rate finder que l'on fait avec FastAI. Vous avez la mix précision que l'on peut faire facilement avec FastAI, c'est-à-dire transformer votre learner en float precision 16 au lieu de float precision 32. On va pouvoir, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire du gradual unfreezing. Et pour faire du gradual unfreezing, on va s'appuyer sur des groupes de couches, layer group. Okay. Et puis, on a le One Cycle Policy. Donc là, je vous fais référence à ce papier-là qui parle de justement, qui a été développé par Leslie and Smith. Et en fait, qui s'est rendu compte que si on prend, au début, on va prendre un learning rate assez bas et au fur et à mesure, on l'augmente pour voir l'endroit où finalement c'est plus possible et ensuite on l'annule. Okay, donc c'est ce que l'on fait là. Et puis vous avez le differential learning rate. Donc le differential learning rate, c'est justement basé sur vos groupes dans votre modèle.
et on va pouvoir dire, eh ben, pour tel groupe, je vais appliquer tel learning rate, pour tel autre groupe, tel learning rate, etc. Alors, je vais vous montrer un petit schéma qui peut-être expliquera un peu mieux. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle... donc là, on a utilisé un entraînement, un modèle GPT-2. Et donc là, je lui ai rajouté une surcouche par rapport à un modèle GPT-2 entraîné sur du français. Et moi, je lui ai rajouté une surcouche avec mes films. Et cette surcouche-là, elle a besoin d'être entraînée plus agressivement que les autres couches. Parce que les autres couches, elles ont déjà des poids que j'ai hérités de mon modèle et qui n'ont pas vraiment besoin d'être surentraînées. C'est seulement les dernières couches qui ont besoin d'être entraînées. D'où le fait que l'on va segmenter votre modèle en plusieurs layer groups. Donc, on parle de layer group, vous voyez, là, par exemple, ici, vous en avez 4, ici, on en a 3. Généralement, c'est les mêmes tailles. Okay. Donc là, vous avez ce genre de segmentation. Et le learning rate va s'appliquer sur un layer group, pas sur un layer group, donc sur 3 couches. Okay. Donc, par exemple, au niveau des dernières couches, on va être plus agressif qu'au tout début. Et au niveau des embeddings, on va être plus agressif puisqu'on a modifié les embeddings. Okay. Donc, c'est ce genre de choses que l'on va faire. Et que je vous indique dans ce qu'on va faire. Alors, je reviens un petit peu en haut. Donc là, j'ai fait mon... Donc là, c'est ce que je vous explique, les layer group. Alors, quand vous regardez un layer group avec l'architecture transformer, vous aurez ces deux entrées en tout début de votre modèle. Vous avez WTE. WTE, c'est les word embeddings. Okay? C'est les tokens. Okay? Et après, vous vous rappelez, dans l'architecture transformer que je vous ai présentée, vous avez les positions. Et donc, WPE, c'est les embeddings de positionnement. Okay? Donc, Word Positioning Embeddings. Word Tokens Embedding, Word Positioning Embedding. Et puis, vous avez, on est sur du GPT-2, comme je vous l'ai dit, on n'a que des blocs de décodeurs. Et on a 12 blocs de décodeurs ici. Okay. Et ensuite, on a la partie réseau neuronal, layer neuron. Okay. Et en effet, si je regarde mon modèle, vous voyez, donc j'ai bien mon modèle GPT-2 LM Head Model. Là, c'est votre vocabulaire. Vous vous rappelez, on l'a enrichi. Donc, mon vocabulaire, maintenant, la taille est à 61 252 mots. Là, c'est mes tokens, 768. Et puis donc là, en word positioning, je vais être en 1024 sur 768 tokens, etc. Et donc là, on rentre dans les attentions, etc. Donc ce que vous voyez là, on dirait que c'est de la vision. Ce n'est pas de la vision, c'est simplement un layer, un linear layer. Linear layer ici. Okay. Et donc tout ceci pour arriver à la fin. Donc, on en a 12 comme ça. Et pour arriver à la fin, ou alors on va dire, en feature, j'avais 768, c'est mes tokens. Et l'output, parce qu'on est sur un modèle de langue, hein, on devrait retomber sur notre vocabulaire, 61 252. Okay. Donc, c'est ce qui va vous permettre de savoir les prochains mots derrière ce vocabulaire, une fois le modèle entraîné. Donc, si vous voulez voir un bloc en particulier, vous faites modèle transformer et là c'est le hidden state 0 et vous avez donc l'attention ici. Alors, il y a une instruction qui est pas mal que j'ai récupérée qui va vous permettre de diviser votre modèle en plusieurs groupes et donc on va s'appuyer sur le children. Et donc, on va créer des groupes par rapport à votre domaine. Donc, ça, c'est une petite instruction sympathique, une fonction. Et donc, vous pouvez tester votre learner plusieurs fois. Donc, si vous voulez le tester plusieurs fois, il faudra le supprimer. Donc, je l'ai mis en commentaire. Del learn, c'est pour supprimer votre learner. Donc là, on retrouve ce que je vous avais expliqué par rapport au Hugging Face model. Vous vous rappelez, il va vous donner en sortie une structure de type tuple
avec la prédiction actuelle et d'autres informations d'activation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la prédiction actuelle. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On prend que la première ici, 0. Et donc là, je construis mon learner. Donc là, j'ai mon data model. Pardon, mon data loader pour mon language model. Là, j'ai mon modèle, OK, qui est le GPT-2 language model. Là, c'est ma fonction de perte. Là, c'est mon splitter pour avoir un jeu de données d'entraînement et de test. Là, c'est mon dropout pour mon callback. Et puis là, c'est mes métriques. Donc là, la dernière fois, on avait dans le tutoriel, on n'avait que Perplexity. Donc là, utilisé avec le modèle de langue pour voir la validation de votre modèle. Est-ce qu'il est bon à être... quelle est la pertinence de ce modèle? Et donc là, ici, vous avez l'accuracy, la précision. Et donc, toujours pareil, FP16 pour le floating point précision à 16. Et donc là, on a cette instruction-là, learn validate. Et learn validate, ça va vous montrer 3 informations par rapport à votre modèle. Donc là, je vais avoir le validation loss, la précision. Et là, vous voyez que la perplexité, elle est très, très mauvaise. Ce qui est normal puisque j'ai rajouté des choses, etc. Donc là, la perplexité est à 196,8. Et en fait, en entraînant ce modèle, on va voir que la perplexité va chuter, ce qui est une bonne chose, et pour avoir une meilleure perplexité ici. Alors voilà donc ces informations. Donc pourquoi on utilise FastAI, je vous indique pour ce genre d'informations. Et alors la première chose que l'on va faire, c'est que je vais geler mon modèle. Et donc quand je gèle mon modèle, il va s'intéresser uniquement aux dernières informations entraînées. Donc je vais aller carrément à la fin. Et vous voyez ici, là j'ai mes paramètres, j'ai 179 millions de paramètres. Et en fait, je vais entraîner de ces 179 millions de paramètres, je vais entraîner 38 400 paramètres. Les autres, on va les geler en fait, ils ne sont pas touchés. OK, donc je vais utiliser mon learning rate. Je vais trouver le meilleur learning rate pour mon jeu de données. Et donc là, souvent, en fait, j'ai remarqué avec les modèles de langue, vous allez probablement être vers cette position-là, one in 4, ici. Ne prenez pas surtout là, prenez là ou là. Là, j'aurais pu prendre même one in 3, mais là, c'est plus stable. OK, et donc, vous voyez que ma perplexité qui était énorme, à 100 et quelques, maintenant, elle a chuté avec l'entraînement à 70, qui n'est pas, c'est pas top encore. Et avec une accuracy de 29%. OK, et donc là, vous avez une instruction avec FastAI qui est sympa, qui vous permet de faire un plot de votre training loss et validation loss. Et on voit à peine, on voit même presque pas du tout la validation loss parce que vous voyez l'écart, il est très peu. Donc, c'est normal. Donc là, ce que je peux faire, c'est OK, ça prend du temps d'entraîner un modèle de langue. Donc, je vous encourage déjà à faire un premier cycle, ce qu'on a fait ici, première époque. Et on le sauvegarde. Donc, je sauvegarde la première époque. Et puis ensuite, je vais vous donner une instruction ici qui va vous permettre de savoir quelle est la taille de votre modèle. Donc là, je suis à 520 mégabytes. Et je vais continuer. Donc, je vais recharger mon modèle d'avant. Et puis, donc là, maintenant, je vais dire, OK, maintenant, je vais faire un -2. Donc là, je crois que j'ai fait une duplication d'instruction. Je crois que je l'avais déjà fait -2. J'aurais dû faire -3, c'est pas grave. Bon, enfin bref, je continue. Et donc, même si je le fais, ouais, donc là, OK, on a sauvegardé sur une époque.
Là, je continue et donc toujours pareil, on va retrouver les mêmes types d'informations. C'est pour ça que je voulais laisser en fait. Vous voyez, on a toujours 38 400 paramètres à entraîner. Et vous voyez que la perplexité a descendu, je crois. J'étais à 70, maintenant je suis à 65, il me semble. Je vais vérifier. Ouais, voilà, j'étais à 70, maintenant je suis à 65. Et puis on va continuer comme ça. Et à un moment donné, je vais faire un unfreeze. Donc là, je prends le troisième layer group, -3. Et donc là, vous voyez, je descends encore, je suis à 33, ce qui est bien. Et après, je vais faire un unfreeze de tous mes layer group. Et donc, je vais avoir entraîné la totalité de mon jeu de données. Okay, mais l'avantage, c'est que je l'ai fait progressivement. Donc, il a déjà appris des choses auparavant en faisant le freeze. Donc, ce que je fais là, et vous voyez que maintenant, je suis à une perplexité de 30. Okay, donc, j'étais à combien avant? À 30 et quelques. À 33, et maintenant, je descends à 30. 31 et 30, parce que j'ai fait que deux époques. Okay, deux époques. Alors, vous pouvez continuer hein, si vous voulez avoir une perplexité à 17, par exemple. Vous pouvez continuer l'entraînement. Donc, et donc là, si je le plot, le train et le loss, on voit que j'apprends bien. Donc, je sauvegarde maintenant mon modèle qui est complètement fine-tune. Et puis, je redemande la taille. Et là, maintenant, j'ai une taille qui est à 1,5 GB. Okay. Ça, je vais enlever. OK. Et puis, je vais tester mon... Alors, je vais pouvoir sauvegarder mon vocabulaire maintenant, toujours dans le but de éventuellement utiliser ce vocabulaire pour de la classification de texte. Donc, c'est le bout de code que je vous montre ici. Et puis ensuite, ce que je vais faire, eh ben, je vais tester donc, mon modèle. Donc, je vais voir comment mon modèle est structuré. Donc, si je prends la validation, si je prends donc au niveau de ma validation en enregistrement à l'index 1, je vois ce film et tout ce qu'il y a de plus sympa, même si l'ensemble n'est pas dépourvu de clichés, etc. Okay, donc, j'ai ce genre d'informations. Et puis, je vais donc reprendre un petit peu la même structure. Je vous donne différents prompts et vous pourrez vous amuser avec ce notebook pour faire votre propre information. Donc ici, par exemple, j'ai un prompt, ce film est vraiment marrant, Louis de Funès incarne. Je m'arrête là. Okay, donc, je vais encoder tout ça dans un tensor. Et puis, donc, je vais reprendre ce tensor-là et puis je vais demander, bah, tu me donnes une longueur maximum de 40, un beam de 5 et une température de 1,5. Donc, je reviendrai sur ces deux instructions-là ici, mais ça va vous donner ce qui a été généré. Donc là, incarne, c'était mon texte. Et donc, ça continue par très bien l'amour et l'héroïne, c'est un très bon film, blablabla. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Okay, malgré tout, bon, c'est pas mal ce qu'il a fait. Incarne très bien l'amour et l'héroïne, je ne sais pas ce qui veut dire. Bon, on s'est arrêté à 40 au maximum. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est que le BIM? Donc, je vous l'ai dit, le BIM, c'est pas mal utilisé en NLP, ça s'appelle un BIM Search. Et en fait, c'est un algorithme qui va vous permettre de considérer plusieurs alternatives par rapport à la suite du mot. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vous chercher un seul mot qui aurait le score le maximum pour le prochain mot, on va vous donner il va essayer de voir pour plusieurs alternatives de mots. Donc vous avez en NLP deux types de recherche.
Bin Search et puis Greedy Search. Okay, donc, Bin Search, c'est pour vous donner de multiples alternatives sur la recherche du prochain mot. En fait. Et la température, c'est un hyperparamètre et qui va contrôler la randomness, je ne sais pas comment on dit en français, les prédictions aléatoires. Et on se base sur le logit, donc qui est appliqué à votre softmax. Vous vous rappelez, le softmax, c'est votre score finalement, puisque la softmax, ça va être entre 0 et 1. Et on va prendre la température, ça va vous permettre de... Donc, plus votre température est élevée, là, vous voyez, c'est élevé, 1,5, vous aurez quelque chose d'un peu plus cohérent. Et moins elle est élevée, si vous mettez 0,5, là aussi, je vous encourage à tester. Si vous mettez 0,5, vous aurez quelque chose de peut-être plus hilarant par rapport aux résultats générés. Et voilà. Donc, vous avez une autre instruction que j'ai testée qui s'appelle TopK. Et TopK, ça va vous donner les meilleurs les meilleurs mots que le modèle va pouvoir vous présenter. Okay, donc, c'est les meilleurs scores en fait de votre modèle de langage. Donc, par rapport à l'entraînement que vous lui donnez. Par exemple, j'ai pris un exemple ici. Dans le Japon, je vais le mettre en... donc, ce prompt-là, dans le Japon du XVIe siècle, le Seigneur c'est un film, j'ai pris une revue un petit peu similaire. Décide, ok, et donc là, j'imprime le prompt, ça vous donne ça, et puis maintenant, je vais le tokeniser, et puis maintenant, je vais dire la maximum length, ça va être 1024. Et puis là, je vais utiliser toujours pareil, le generate, et puis, mais par contre, je vais demander à ce qu'il me prenne les 40 prédictions les meilleures, en fait. Top 40, les 40 prédictions les meilleures. Les 40, ouais. Donc là, je vais faire une loupe for. Donc, je vais prendre mon sample output. Okay. Et puis, je vais donc le passer par la moulinette. Et pour chaque phrase, il va me générer, je crois que c'est trois lignes. OK. Donc là, vous avez le code ici et là, vous avez le résultat. Donc, generated text, c'est moi qui l'ai mis. Et puis là, je vais aller donc ici, simple output, c'est là, maximum length. Donc, on est sur un maximum length, voilà. Et là, je demande, pourquoi 3? Parce que là, je demande une séquence de 3. Et sur une longueur de 1024. Minimum et maximum sur 1024. Donc, si je rentre cette longue phrase, entre guillemets, dans le Japon du LER et décide, vous aurez la suite. Décide d'établir une nouvelle religion en l'individuant divinité hindoue, etc. Donc, c'est quand même pas mal ce qu'il met. Des fois, c'est un petit peu bizarre, mais rappelez-vous, mon modèle a une perplexité qui est de 30. Donc, je pourrais encore améliorer mon modèle avec une meilleure perplexité pour avoir des résultats un peu mieux. Et puis voilà, donc là j'ai terminé. Ici, je vous donne quelques instructions pour de lecture. Donc, le fameux papier de recherche, Attention is all you need, c'est un papier de recherche qui a été fait par Google et qui est maintenant, c'est une architecture de transformer que je vous ai détaillée et qui est maintenant beaucoup utilisé avec tous les projets NLP. Et là, vous avez un blog post qui est extrêmement intéressant, que je vous recommande de lire et qui va vous donner en détail ce que c'est que
c'est une personne que je vous recommande de suivre. Si vous avez Twitter, vous avez son handle. Il a aussi une chaîne YouTube. Et là, en fait, dans ce blog post, il détaille de façon graphique ce que fait le Transformers. Et c'est ce que je vous ai mis à un moment donné dans le PowerPoint. Vous voyez, c'est ça. Donc, tout ça, il vous l'explique mieux que moi, peut-être, probablement. Alors, je reviens dessus. Donc, là, et puis là, vous avez aussi un autre blog post qui est intéressant et qui vient en fait de OpenAI. Donc, OpenAI, c'est eux qui ont fait GPT-2. Et ils vous donnent des exemples de code qu'a généré GPT-2. Donc, rappelez-vous, moi, je suis sur un modèle petit. OK, donc si vous prenez un gros modèle, bon, moi, je n'avais pas les ressources pour le faire, mais ça peut vous donner ce genre de choses. Donc là, vous avez le prompt. In a shocking finding, scientists discover a herd of unicorns living in a remote, previously unexplored valley in the Andes Mountain. Even more surprisingly to the researcher was the fact that the unicorn spoke perfect English. Et là, c'est le modèle qui prend la suite. The scientists name the population after their distancing round of it. Et puis finalement, quand vous lisez tout ce texte, c'est assez cohérent. Alors, ça ne sera pas toujours très cohérent, mais je pense qu'ils ont fait une bonne sélection ici. Et ça vous permet de voir un peu la génération de texte par rapport à un modèle de langage. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vais revenir sur... Est-ce que vous avez des questions? Ah, j'ai un chat. Ah oui, it's a funny model. Ouais. Je recommande de le tester parce qu'il est très marrant. Et si vous avez de l'espagnol, eh ben, vous pouvez prendre un modèle en anglais et l'enrichir en espagnol et tester derrière. Donc, ça peut être rigolo à faire aussi. Un peu similaire à ce que j'ai fait moi pour le français, c'est vous prenez un GPT-2 en anglais, comme vous l'avez vu dans le tutoriel, le premier notebook, là, et au lieu d'enrichir le texte avec de l'anglais, vous l'enrichissez avec de l'espagnol et rock'n'roll. Ça serait rigolo à voir. Voilà, donc voilà pour cette session. La prochaine session fera de la classification de texte sur le vocabulaire que nous avons constitué en anglais et en français. Donc avec les films américains de la base de données IMDb et les films français de la base de données Allociné. À la prochaine. Bon, bonne soirée. Alors oui, alors on me pose la question. J'ai déjà deux interrogations. Je n'ai pas très bien capté le rôle de Hugging Face pour le jeu de données. Comment sait-on qu'il faudrait entraîner les couches finales? À quoi correspondent-elles? Les couches finales, c'est ce que votre modèle va évaluer. Alors rappelez-vous, on est sur la génération de texte, donc c'est ce qu'il va évaluer. Dans un modèle NLP, vous allez devoir entraîner intensivement les embeddings. Rappelez-vous, on a rajouté des tokens, donc on a réajusté les embeddings, donc il faut les réentraîner. Et puis la couche finale, il faut la réentraîner parce qu'elle a été entraînée sur le modèle pré-entraîné initial. Donc il faut qu'on fasse du gradient descent pour apprendre les nouveaux tokens. Et pourquoi Hugging Face et FastAI? Alors souvent, oui, on pourrait très bien tout faire dans Hugging Face. L'avantage de FastAI, c'est ce que je vous ai indiqué auparavant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir plus finement. On peut le faire après en code très lourd avec PyTorch ou TensorFlow, mais l'avantage de FastAI, c'est que vous avez ces constructions de mid-level API qui vont vous permettre de faire des transformations sur votre
jeu de données et transmettre ces informations dans un data loader pour le modèle de langage. Et puis ensuite, vous allez pouvoir faire de la différence, un learning rate différentiel par rapport aux couches de données. Pour ceux qui ont vu ma première session sur le computer vision, souvent, quand vous travaillez avec des modèles préentraînés, les premières couches, il ne faut surtout pas les modifier parce qu'elles sont déjà très bien entraînées. Par exemple, au niveau de la vision, quand on regarde le modèle de données d'entraînement pour la vision, souvent les premières couches, c'est simplement est-ce que le modèle peut détecter des barres obliques, des yeux, des trucs de ce genre. Et puis ensuite, les dernières couches de votre modèle doivent être, elles, intensivement entraînées par rapport à votre jeu de données. Et c'est pareil avec le NLP, c'est-à-dire que les premières couches, vous avez des poids déjà préentraînés sur votre modèle de langage. Et donc, nous, ce qu'il nous faut faire, c'est modifier, réentraîner les embeddings si vous rajoutez des embeddings. C'est ce qu'on a fait là. Et puis aussi la dernière couche, parce que c'est elle qui va vous donner le résultat attendu, enfin un meilleur résultat par rapport à vos films. Et d'ailleurs, vous pouvez le tester si vous mettez Robert De Niro, enfin vous mettez des acteurs dans votre test d'inférence, probablement qu'il va s'appuyer sur le vocabulaire que vous avez entraîné. Voilà. J'espère m'être bien expliqué. Sinon, utilisez l'environnement Slack. Bon, j'étais pas mal occupée là, ces derniers temps, donc je n'ai pas pu répondre à certains d'entre vous. Je vais le faire dans la foulée. Là. Bon, il y a eu des vacances, enfin, il y a eu des congés. Et puis voilà, donc j'espère que ça a été productif. Et puis probablement qu'on se reverra dans 2 semaines pour une classification de texte. Et si vous vous êtes amusé à faire de l'espagnol, je suis preneuse pour voir le résultat de vos essais. Voilà. Ok, bonne soirée et merci de votre présence pour cette session. Oui, faites mumuse avec ces modèles. C'est le but de ces sessions, c'est que vous les repreniez et vous les modifiez à votre guise. Voilà, bonne soirée, au revoir.